de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, directeur de Totem Experience, M. Lumumba, ainsi que nos éditorialistes Gracien Rukindikiza et Jean-Marie Bitomo. Et au Nigeria, le gouvernement a annoncé une exonération fiscale de 3 ans aux investisseurs étrangers dans le secteur minier. L'objectif est de développer ce secteur dans les 10 prochaines années. Et pour y parvenir, le gouvernement a un besoin urgent de 7 milliards de dollars. Idlet Mirabel Bissou. Au Nigeria, le gouvernement annonce son intention d'accorder une exonération fiscale de 3 ans à tous les investisseurs étrangers dans le secteur minier. Les autorités, à travers cette mesure, ambitionnent de développer le secteur des mines et de l'acier. Pour rappel, entre 1999 et 2012, des entreprises pétrolières et gazières avaient fait perdre à l'État quelques 3,3 milliards de dollars en revenus fiscaux. En 2014, une exemption fiscale de 5 ans a été instituée sur les profits pétroliers dans le delta du Niger. Déjà, c'est une décision du Nigeria qui est de nature macroéconomique, qui a pour ambition de rebooster un secteur minier qui, dans les années 90, se portait quand même pas mal. Le Nigeria a un gros potentiel minier. Cela dit, les ressources minières ne contribuent, je crois, au Nigeria qu'à hauteur de 0,5 voire 0,6% du PIB. Chute du prix du baril, inflation, insécurité au sud du Nigeria, crise humanitaire au nord, pénurie d'électricité. En 15 mois, l'économie du Nigeria s'est effondrée au point de perdre sa première place en Afrique, ainsi que celle de premier exportateur de pétrole. Le géant d'Afrique de l'Ouest, qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole, veut développer d'autres secteurs d'activité. Le pétrole n'est plus une ressource suffisamment importante, intéressante en tout cas pour reconstruire l'économie et surtout pour rebâtir la croissance du pays. Donc naturellement, il est intéressant et il est important aussi pour le Nigeria de trouver des relais de croissance ailleurs. Alors que ses revenus pétroliers s'effondrent, le Nigeria, qui est désormais la deuxième économie d'Afrique, a déclaré en août être en quête de 7 milliards de dollars d'investissement pour relancer son secteur minier et son industrie d'acier sur les 10 prochaines années. Même si le secteur minier nigérien n'attire pas beaucoup d'investisseurs, certains analystes estiment que l'exonération mise en place va contribuer à rendre plus attractives les mines en termes d'investissement. Jean-Marie, parole donnée à l'économiste en premier. On le sait, c'est très délicat d'attirer les investisseurs tout en durcissant les règles fiscales. Pour autant, cette exonération de 3 ans, est-ce vraiment une mesure judicieuse ? Nous parlons souvent de diversification sur ce plateau, Amira. De mon point de vue, ce n'est pas judicieux. Tout simplement pourquoi? Parce que nous parlons de diversification. La diversification, je veux bien que le Nigeria recherche des relais de croissance dans d'autres secteurs économiques. De mon point de vue, ce n'est pas dans le secteur minier que le Nigeria devrait, rechercher ces relais de croissance. Le Nigeria devrait plutôt chercher ces relais de croissance dans des secteurs économiques qui ont un impact, si vous voulez, dans l'économie interne. À savoir, on parle souvent de l'agriculture. On parle de l'agriculture qui est le vecteur essentiel, c'est-à-dire pour pouvoir développer toute économie. C'est-à-dire desserrer la contrainte extérieure par rapport, si vous voulez, à ce qui est consommé dans le pays. Pour moi, c'est beaucoup plus judicieux. Maintenant, on va se lancer dans les mines. Les mines, ce que les mines vont procurer, c'est-à-dire sera dépensé quelque part à l'extérieur parce que vous avez la contrainte, de la balance commerciale au niveau alimentaire qui joue dans un pays comme le Nigeria, dans lequel vous avez la consommation qui est énormément en hausse. Donc, il faut que ces relais de croissance bénéficient d'abord sur le plan interne et non sur le plan externe. À moins que le Nigeria qui mette en place, si vous voulez, une transformation de ces minéraux-là pour pouvoir édifier une espèce d'industrie, si vous voulez, basée sur l'acier et tout ce qui s'ensuit. De mon point de vue, cette diversification-là devrait concerner, si vous voulez, des secteurs beaucoup plus importants. Par exemple, pouvoir, installer des raffineries de pétrole qui vont abaisser la pénurie, si vous voulez, du pétrole au niveau intérieur. De mon point de vue, si c'est tout simplement pour exploiter les minéraux et les envoyer à l'extérieur pour avoir un surcroît, de recettes extérieures, ce n'est pas, de mon point de vue, judicieux. Le Nigeria devrait avoir une ambition beaucoup plus grande par rapport, si vous voulez, à celle-là. C'est toujours bon à prendre, mais de mon point de vue, c'est pas, les impacts ne sont pas des impacts très, très positifs à long terme pour moi, concernant la population nigériane. Oui, justement, en plus, Gracien, cette mesure arrive au moment où nos codes miniers sont très souvent critiqués, car trop avantageux pour les grands groupes, les multinationales. Et là, on a le Nigeria qui prend le contre-pied et justement qui offre encore de nouvelles exonérations. Le problème en Afrique, c'est qu'on brade nos richesses. Les minerais, les mines, on peut les laisser, on peut les garder, on les a toujours, ça reste dans le sous-sol. Or, on est en train de surexploiter l'Afrique. C'est-à-dire que ces mines qu'on a, on ne peut pas les avoir éternellement.
demain, on ne pourra plus en avoir. Cela veut dire qu'on s'est dessaisi de nos richesses. Et surtout avec l'exonération fiscale, c'est la fuite des capitaux organisée d'une façon ou d'une autre. Finalement, l'exploitation des minerais, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Ce n'est pas comme l'a bien dit Jean-Marie. Si, par exemple, c'était des sociétés de transformation, si le Nigeria se mettait, par exemple, à fabriquer des tracteurs ou des ordinateurs pour les enfants de l'Afrique, en ce cas-là, on se dirait, éventuellement, ces sociétés, il pourrait y avoir une exonération fiscale. Ça se justifie parce qu'il y a un retour au niveau de la main-d'œuvre, il y a un retour sur la plus-value, sur la valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce qui se fait au Nigeria, pour moi, c'est de brader les richesses du pays. C'est ce qui se fait depuis des années. Ça se fait au Nigeria, ça se fait dans d'autres pays. C'est cela qui se passe en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique, si aujourd'hui, la croissance se trouve en Afrique, on peut tuer la croissance en bradant l'Afrique. On a la chance, si on ne saisit pas la balle au bon, eh bien, on va perdre finalement ce qu'on avait. Très rapidement, messieurs, j'aimerais vous entendre tous les deux. Jean-Marie, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la situation au Nigeria, en tout cas la situation économique, peut être qualifiée de dramatique ? La situation ne peut pas être qualifiée de dramatique à condition qu'on mette en place des stratégies, les relais de croissance qui soient efficaces par rapport, si vous voulez, à l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, on le sait très bien, je l'ai souvent répété sur ce plateau, la rente pétrolière va diminuer au fur et à mesure pour les États africains. Et c'est aux États africains maintenant de trouver d'autres relais de croissance. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez le véhicule électrique qui, dans le monde entier, dans les 2 décennies à venir, ça va être une réalité. Donc la consommation pétrolière dans le monde entier, quand on sait très bien que c'est le secteur automobile, si vous voulez, qui consomme énormément, si vous voulez, le pétrole, l'Afrique a intérêt aujourd'hui, comme Gratien le disait, d'utiliser, c'est-à-dire nos sources de croissance, de manière beaucoup plus judicieuse. Gratien ? Pour moi, la situation est dramatique au Nigeria parce que je ne vois pas comment un pays aussi riche que celui-là puisse avoir un peuple aussi pauvre. Quand on voit les gens, on voit les citoyens nigériens, cela veut dire qu'il y a une mauvaise redistribution de la richesse, il y a la corruption, il y a une économie mal organisée. Je pense qu'il y a vraiment un vrai problème au niveau du Nigeria qui donne un mauvais exemple à l'Afrique. Et le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance pour la Guinée, 5,2% en 2016. L'activité économique connaît en effet une reprise. C'est un sujet qui nous a été préparé par Idlatimira Belbissou. En Guinée, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance économique de 2016 à 5,2%. À noter que ces prévisions étaient à 3,8% précédemment. Cette annonce intervient après une mission de travail de 4 jours en Guinée d'une délégation de l'institution financière. Au sortir de ce tête-à-tête avec les autorités guinéennes, il en ressort que l'activité du secteur manufacturier et celui des services, générateurs d'emplois, reprennent petit à petit. Les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal et que cette reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricoles et de l'énergie qui ont été moins touchés par l'épidémie d'Ebola. L'inflation a augmenté à 8,4% à la fin juillet 2016 à cause de la hausse des prix des biens importés, précisent les économistes. Par ailleurs, il est important de savoir que les politiques macroéconomiques de 2017 vont être axées sur l'amélioration des conditions de vie des populations tout en maintenant la stabilité économique nationale. En fait, je suis bien d'accord sur ce qu'on peut appeler en Guinée une réorientation économique parce qu'en fait les mines n'ont plus de droit de cité. Certaines même sont fermées, c'est normal. Et le président a pris l'engagement de compter beaucoup plus sur l'agriculture et l'élevage, en plus un peu de la manufacture. Mais le problème, c'est que là, l'agriculture, aujourd'hui, les produits visés ne sont pas des produits rentables à moins de 3, 4, 5 ans. Pour garantir l'atteinte des objectifs, les autorités vont devoir renforcer les efforts pour finaliser les réformes structurelles dans le secteur de l'électricité. Un accent particulier devra être mis sur le respect du Code des marchés publics. Ces prévisions à la hausse, grâce à une bonne nouvelle pour la Guinée. C'est une bonne nouvelle. C'est un pays qui fait beaucoup d'efforts, notamment au niveau de la macroéconomie. Le budget s'achemine vers un budget pratiquement sans déficit. Et c'est un pays qui, malgré l'inflation, c'est une inflation importée. Comme on dit au niveau des économistes, ce n'est pas une inflation interne. Cela veut dire que c'est difficilement évitable. Le pays peut aussi s'améliorer au niveau, disons, de la bonne gouvernance. Mais toujours est-il que ce pays essaie aussi de se renseigner par rapport, il y a beaucoup de voyages
il y a beaucoup de rencontres au niveau de l'Afrique. Quel développement qui peut se faire au niveau de l'Afrique, qu'on peut rapporter en Guinée, c'est une bonne chose. Je pense qu'à l'avenir, il y aura des évolutions à condition vraiment qu'il y ait une répartition et aussi la transformation, notamment des mines. Jean-Marie, j'imagine que comme à votre habitude, vous êtes dubitatif face à ces chiffres. Je suis assez dubitatif, tout simplement. Pourquoi, Amira? Tout simplement parce que j'aimerais bien que cette croissance puisse profiter aux gens en interne. Il me souvient, comment dirais-je, d'une interview de M. Nemale, notre directeur, qui avait un entretien avec le président Alpha Condé, où il lui posait la question de savoir, la Guinée, si vous voulez, c'est un paradoxe géologique. La Guinée, si vous voulez, a pratiquement les 2/3 des réserves de bauxite dans le monde entier. Et la Guinée ne tire pratiquement rien de ça. Et je me souviens que la réponse qu'avait donnée le président Alpha Condé à Constance, c'était de savoir qu'il faut mettre en place des stratégies qui soient des stratégies opérationnelles qui permettent que les revenus qui seront retirés du domaine minier puissent bénéficier à l'ensemble de l'économie. C'est bien, c'est-à-dire cette croissance, mais à condition que cette croissance ce soit une croissance qui puisse bénéficier à des investissements internes dans d'autres secteurs d'activité. Et à partir de là, je pense que la Guinée, non seulement, on parle si vous voulez, de l'activité minière, vous avez aussi l'activité agricole où la Guinée est très très bien positionnée. Donc, diversifions l'économie guinéenne, c'est-à-dire à hauteur de toutes les potentialités qu'elle regorge. Et on va parler d'un autre taux de croissance au Maroc, cette fois-ci 4,5% en 2007 contre moins de 2% en 2016. Bonne performance également, Gratien, pour le royaume chérifien, et ce malgré une sécheresse que n'a jamais connue le royaume. Oui, c'est un pays qui diversifie son économie, un pays en même temps qui fait beaucoup de la sous-traitance pour beaucoup de compagnies, des compagnies étrangères. Et aussi, c'est un pays qui a essayé de faire beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'énergie ou dans d'autres domaines, ce qui fait que finalement, on voit bien qu'en essayant de diversifier, on arrive à maintenir son taux de croissance, parce que ce n'est pas un pays qui a du pétrole, qui s'est dit on a le pétrole, donc on peut, disons, se reposer sur nos lauriers. Mais on voit bien, c'est une bonne chose pour le Maroc. C'est un bon exemple pour l'Afrique, et d'ailleurs, je pense qu'il y a certains pays qui commencent à s'y intéresser. Il y a éventuellement un exemple aussi pour le monde arabe, pour les pays qui ont beaucoup de pétrole, qui devraient en profiter pour regarder comment est-ce qu'on peut produire autre chose que le pétrole et essayer de nous développer autrement. Oui, Jean-Marie, on sent le Maroc très offensif économiquement ces dernières années. Ces dernières années, le Maroc a mis en place une stratégie, une diplomatie économique très très fine, qui fait en sorte qu'aujourd'hui le Maroc, non seulement, comme Gratien vient de le dire, le Maroc accueille des investissements directs étrangers qui sont conséquents, et dans des secteurs, si vous voulez, qui sont des secteurs promoteurs. Ça voudrait dire que vous avez une nouvelle technologie qui s'installe au Maroc, et ça, par le biais de l'effet de l'apprentissage, les Marocains, si vous voulez, en formant leur population, vont être à mesure, si vous voulez, de pouvoir entrer de plein pied dans l'économie mondiale. L'économie internationale a besoin de quoi? Vous avez besoin des experts qui maîtrisent les nouvelles technologies. Et la diplomatie économique qui a été mise en place depuis pratiquement une décennie aujourd'hui par le Maroc, quand vous prenez au niveau des infrastructures, vous avez des constructions qui sont faites, si vous voulez, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des nouvelles technologies. Et je pense que c'est tout à fait logique que l'économie marocaine se développe, c'est-à-dire se dirige vers cette croissance-là. Mais moi, j'ai confiance, si vous voulez, en l'économie marocaine, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez cette accumulation-là, si vous voulez, de connaissances qui va faire en sorte, non seulement des connaissances, et vous avez des infrastructures qui suivent, qui feront en sorte que l'économie marocaine va avoir, en fonction des coopérations qu'il y a avec les États du Golfe, être, si vous voulez, sur la pente très, très ascendante parmi les économies africaines. Merci Jean-Marie pour vos analyses. Merci Amira, et enchanté de vous avoir retrouvé pour cette rentrée. Merci à vous, Gratien, ravi de vous avoir retrouvé après cette pause estivale. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous également, Monsieur Lumumba. Je rappelle que vous êtes directeur de Totem Experience. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. J'en profite également pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd, une bonne Tabaski à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom, cette semaine toujours consacrée au pouvoir des réseaux sociaux. À très vite.